En Hongrie, la question de l'islam est plus que secondaire, puisqu'en réalité, depuis le départ des Ottomans, il n'y a pas véritablement de présence islamique en Hongrie. Il y a, je crois, environ 5000, donc c'est un pays de 10 millions d'habitants, la Hongrie, il y a environ 5000 musulmans réunis dans 2 églises reconnues. Puisque la petite parenthèse... Dans des églises. Bon, église au sens religieux, c'est-à-dire que voilà, communauté religieuse. L'État hongrois reconnaît les religions, il reconnaît 13 églises différentes, dont 2 qui sont islamiques, mais c'est insignifiant, il n'y a pas de mosquée, il n'y a que des salles de prière. Bon, tout ça pour dire qu'en Hongrie, la question de l'islam n'est pas une question prioritaire. C'est un pays qui a beaucoup souffert durant le XXe siècle, de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, qui ensuite a vécu 45 ans dans le communisme, qui ensuite a dû traverser une période de pillage économique durant les années 90, qui ensuite a dû faire face à une quasi-faillite en 2006. Et l'année dernière, ça a été une année importante, puisqu'il y a eu donc cette fameuse grande crise migratoire par la route dite des Balkans. Vous avez certainement tous entendu donc, parler de ce qui s'est passé en Hongrie, en particulier durant le mois d'août et le mois de septembre, et de la réaction surtout de la Hongrie, puis de ce qu'on appelle le V4, le groupe de Visegrad. Je vais revenir là-dessus après. Donc, en Hongrie, ce qui a choqué les gens, c'était pas tant l'islam, en fait, puisqu'encore une fois, il n'y a pas de présence, c'est pas une problématique concrète. En revanche, l'immigration est devenue un thème l'année dernière. L'été dernier, je vais revenir un peu dans le passé. En fait, déjà en 2014, il y a un maire nationaliste qui est installé à la frontière entre la Serbie, enfin, dans une commune frontalière qui touche la Serbie, donc au sud de la Hongrie. Il s'est installé là parce qu'il est originaire de cette région, il a milité pendant 10 ans, il a créé un des mouvements nationalistes hongrois principaux, le HVIM, et puis en fondant sa famille, il a décidé de se retirer un peu du militantisme, on va dire, actif, pour être plutôt actif dans la métapolitique et devenir à terme maire de son village, ce qu'il a réussi avec succès. Après s'être investi beaucoup dans la vie associative, localement, ne pas avoir fait localement vraiment de militantisme de terrain, etc. En revanche, il était très présent, très actif pour les enfants, pour ceux qui faisaient du sport, pour les vieux de la maison de retraite. Et il a été élu à 71% dans un village de 4000 habitants. Village qui se trouve, et ça c'est le coup du destin, village qui se trouve sur ce qui allait devenir ensuite la route des Balkans. C'est-à-dire que ce village de Hasotralom est devenu très vite un des symboles en Hongrie il n'y a pas vraiment d'autres termes, de l'invasion migratoire, sachant que la Hongrie, a priori, n'était qu'un pays de transit, parce que la plupart des migrants de cet été et qui continuent de passer par là, ou essayent de passer par là, ont pour but d'aller principalement en Allemagne ou en Scandinavie. Mais quoi qu'il en soit, donc ce maire a très vite tiré la sonnette d'alarme en disant il y a un problème à la frontière, il y a plusieurs centaines, à l'époque il n'y avait que quelques centaines de personnes par jour qui passaient, il y a des centaines de personnes par jour qui passent, il faut faire quelque chose, et éventuellement construire une barrière. Donc c'est lui qui le premier a émis l'idée de faire une barrière à la frontière. Cette idée, il l'a fait remonter au parti nationaliste Jobbik, qui est la deuxième force du pays depuis 2010, donc c'est un parti parlementaire, qui joue le jeu parlementaire, qui est au Parlement, et qui aujourd'hui est le deuxième après le Fidesz d'Orban, et qui est le premier parti chez les jeunes. Ça aussi, je pourrais revenir là-dessus. Le Jobbik a donc poussé au niveau du Parlement l'idée de la barrière, et au mois de juin, le Fidesz s'en empare, voyant que le flot de migrants commence à augmenter, avec l'arrivée la fin du printemps, il commence à y avoir de plus en plus des centaines de personnes par jour, le nombre augmente de jour en jour. Et le Fidesz, à ce moment-là, lance, ça aussi vous avez peut-être entendu parler, une consultation nationale sur, donc là on est en juin 2015, sur les risques, sur l'immigration et les risques de terrorisme. Les résultats de cette consultation populaire sont sans appel.
À chaque fois, les réponses sont de l'ordre de 80-90% des gens qui estiment qu'ils ne veulent pas d'immigration extra-européenne et massive en particulier, qui estiment qu'il y a en effet un risque de terrorisme si on accepte une immigration à contrôler. Tout ça, on pourrait dire que c'est du consensus populaire, oui, ça l'est, mais ce qui était important, c'est qu'en faisant ça, ça donnait une légitimité en disant, regardez, la consultation populaire dit que la majorité des gens qui sont exprimés pensent cela, donc ça légitime ensuite, derrière, l'action du gouvernement de lancer la construction de la barrière, la fameuse barrière au sud de la Hongrie, pour protéger en fait, plus que le sud de la Hongrie, plus que la frontière nationale de la Hongrie, c'est aussi pour protéger les frontières de Schengen. Et ça, c'est par rapport aux accords de Schengen. Normalement, tous les pays qui sont signataires de Schengen sont dans l'obligation, lorsqu'ils ont une frontière lorsque leur frontière nationale à un endroit est une frontière extérieure de Schengen, doivent la sécuriser pour sécuriser tout l'intérieur de l'espace Schengen. Donc la Hongrie a agi en construisant une barrière qui est une solution temporaire. Temporaire peut-être en années, mais c'est une solution temporaire. Parce que c'est pas en construisant une barrière ça se traverse. Bon, et encore aujourd'hui, il y a toujours des gens qui passent la barrière. La barrière permet de les appréhender plus facilement. D'appréhender les clandestins plus facilement. Mais c'est pas une solution en soi, c'est une solution temporaire. Puisque la solution doit être trouvée en amont. Donc, bref, la consultation populaire a légitimé donc la construction de la barrière, qui était une idée proposée par les nationalistes, qui a donc été construite par le gouvernement de Viktor Orban, qui est un centriste, enfin en Hongrie, donc par rapport au standard hongrois, Viktor Orban c'est centre-droit. Le Fidesz étant une coalition qui va des libéraux jusqu'à des nationalistes, on va dire, modérés. La barrière est construite et fort de l'expérience de l'été, parce que le temps que la barrière soit construite, il y a eu, durant l'été, un afflux phénoménal de migrants qui sont rentrés en Hongrie. En 2015, c'est plus de 450 000 clandestins qui sont rentrés en Hongrie, qui ont été enregistrés. Le gouvernement a eu aussi l'idée très maligne d'établir un camp de transit au milieu de la capitale, au niveau de la gare de Keleti, qui est le deuxième point de transport deuxième nœud de transport du pays. Il y a un grand parvis et c'est là qu'ils ont installé un camp de transit. Alors on pourrait dire pourquoi faire ça au milieu de la capitale? En plus en plein été, il y a les touristes, etc. Et bien justement c'est pour que les gens voient. Le camp aurait été installé 1 km plus loin en banlieue dans un terrain vague, personne ne l'aurait vu et l'immigration ne serait jamais devenue, puisque l'immigration il n'est pas en Hongrie, l'immigration ne serait jamais devenue problématique. Et comme au mois de juin, lorsque le gouvernement a lancé l'idée de la barrière, il y avait encore beaucoup de gens qui disaient mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, on va encore dépenser de l'argent pour des broutilles, il s'agit de quelques milliers de personnes qui traversent le pays, ça n'a aucune importance. Sauf que lorsque les gens ont vu devant la gare de Keleti, donc plus de 6000 personnes, il faut s'imaginer, plus de 6000 personnes massées devant la gare, qui commençaient à... Il commence à y avoir des troubles, des provocations, un sentiment, une tension dans l'air, etc. Là, tous les gens qui passaient, il y a des gens qui descendaient du bus ou du métro pour s'arrêter, faire des photos, envoyer à leur famille à la province, avant d'aller au travail ou en revenant. Bref, toute la population a été touchée par ça. Et, fort de ce fait, le 4 septembre, le gouvernement en a marre, l'Autriche et l'Allemagne ne veulent pas collaborer avec la Hongrie qui dit on ne peut plus gérer l'afflux de migrants, on arrive à la limite de ce que nos autorités, de ce que les forces de l'ordre, de ce que nos moyens permettent de gérer comme nombre de personnes. On ne peut plus gérer, donc on va devoir prendre des mesures radicales. L'Allemagne et l'Autriche n'ont pas pris ça au sérieux, et bien qu'est-ce qui s'est passé? Le 4 septembre, ils ont réquisitionné les bus de la ville, ils ont mis tout le monde dans les bus et ils ont tous emmené à la frontière autrichienne. Voilà. Nous, on ne peut plus les avoir, vous vous dites que vous pouvez. D'accord? Tenez. À cette époque-là, donc on est en début septembre, le gouvernement autrichien, le chancelier Faymann, compare à un moment Orban avec les heures les plus sombres de notre histoire, puisque en 1945 aussi, on avait utilisé des trains pour emmener loin des personnes. Voilà.
Quelques mois plus tard, le chancelier Faymann, la Hongrie s'étant coupée de la route des migrants donc passant ensuite par le sud par la Croatie, l'afflux arrive donc par l'Autriche, continue d'arriver massivement, la Hongrie ne sert plus de sas, et là l'Autriche décide de construire aussi une barrière, dénoncée 6 mois plus tôt lorsque c'était en Hongrie, mais officiellement le chancelier ne parlera pas de barrière, mais d'un portail pour réguler les entrées avec de très larges ailes. Voilà. Donc, et en Allemagne aussi, on le voit aujourd'hui, depuis quelques semaines, les mesures d'accueil sont en train de se durcir. Notamment, ils prévoient de plus en plus d'expulsions. Bref, tout ça pour dire, vous vous rappelez au début de ce que je disais, d'où c'est parti tout ça, de l'idée de la barrière. Et qui a eu l'idée de la barrière? Un maire nationaliste à la frontière, il y a 2 ans. Et par son action locale, et par son réseautage avec un parti qui, lui, est aujourd'hui le Jobbik, qui est en train de se... On parlait de dédiabolisation tout à l'heure, le Jobbik est en train de faire une dédiabolisation. Alors ça serait difficile aujourd'hui de faire un comparatif de ce que c'est que la dédiabolisation en Hongrie et de ce que c'est ici. Le Jobbik ne change pas son programme, il change son image. Et surtout pour faire face au Fidesz, qui est un parti tout puissant aujourd'hui en Hongrie, qui est les 2/3 du Parlement, qui tient toutes les institutions, qui a tous les financements, qui dispose aussi du financement européen, etc. Bref, le Fidesz aujourd'hui politiquement, c'est un monstre qui paraît difficile à battre. En plus, Orban est un personnage très charismatique, qui est dans la vie politique hongroise depuis 25 ans, qui est une des figures de la fin du communisme en Hongrie. C'est lui qui, en 89, avait dit, sur la place des héros à Budapest, avait appelé les soldats soviétiques à quitter la Hongrie. Donc c'est quelqu'un qui jouit toujours d'une grande popularité. Donc pour faire face à ça, le Jobbik a décidé de faire une stratégie qui est celle de l'efficacité de terrain. Le Fidesz, le grand problème du parti d'Orban, du Fidesz, c'est la corruption, qui est un problème, on va dire, assez symptomatique des nouveaux partis démocratiques qui ont vu le jour dans les pays post-communistes, puisque à la fin du communisme, quelque part, c'était un peu open bar, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a une période un peu d'anarchie institutionnelle, et donc il y a beaucoup d'oligarques qui se sont enrichis à ce moment-là. Il y a eu un véritable pillage des institutions, des industries, de l'agriculture. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de notables locaux proches du Fidesz qui vivent plus grassement qu'ils ne le devraient en tant qu'élus. Voilà. Et le Jobbik, très simplement, est avant tout un parti anticorruption et qui se dit anticommuniste, antilibéral, et qui a fait le pari de faire l'excellence dans les mairies qui gagnaient. Comment ça se passe? Le bureau politique du Jobbik, toutes les semaines, demande un compte rendu intégral de tous ses maires et conseillers municipaux. Ils demandent de vérifier leur activité de terrain, le nombre de gens qu'ils ont rencontrés, les activités qu'ils ont faites, les problèmes qu'ils voient dans leur commune, ce qui a été fait, ce qui était prévu, est-ce que ça a été fait, sinon pourquoi. Et actuellement aussi, ça fait un peu de bruit en ce moment, les prochaines élections en Hongrie sont en 2018, le Jobbik change ses vice-présidents en voulant intégrer au bureau national des maires qui justement ont fait leur preuve, en particulier depuis 2014, pour apporter une caution de professionnalisme. Et pour dire, regardez, les mairies qu'on a eues, avec des endroits, parfois c'est des villes de 10 ou même il y a une ville de 30 000 habitants, avec un chômage qui est à 60%, enfin, et même là, il y a des résultats qui sont très bons. Et justement, l'idée c'est d'amener ces gens-là dans le bureau national pour dire, regardez, maintenant on n'a pas seulement des gens qui sont pour vous des simples idéologues, on a appliqué nos idées sur le terrain, regardez le résultat. Les anciens socialistes votent pour nous, les déçus du Fidesz votent pour nous, et même, alors je ne vais pas entrer dans cette problématique-là, mais même le vote ethnique des Tziganes, de la population rome, comme on dit en France, le vote envers le Jobbik chez les Roms augmente. Alors que le Jobbik est considéré comme un parti, enfin considéré, attention, encore une fois ça dépend par qui, le Jobbik est souvent accusé d'être un parti anti-Rome, etc.
en réalité, le Jobbik est un parti de l'ordre qui veut mettre fin à la criminalité. Et ça, c'est une notion sociologique. Il y a une criminalité dite tzigane, c'est-à-dire avec des caractéristiques particulières. Le Jobbik veut dénoncer le tabou de la criminalité tzigane et s'y attaquer. Et il a le soutien des tziganes qui ne sont pas dans la criminalité. Puisque, là je fais un peu du égalité-réconciliation, mais c'est parmi les premières victimes de la criminalité tzigane, il y a les tziganes. Et en s'appuyant sur les tziganes travailleurs, le Jobbik est en train, localement là où il a été élu, d'éradiquer la criminalité tzigane. Je vous donne un exemple. Bon, là je fais une parenthèse avant de donner l'exemple. En Hongrie, les maires ont beaucoup plus de pouvoir qu'en France. Donc j'essaye de parler de ça pour donner éventuellement des idées pour ce qui pourrait être fait ici, mais j'ai bien conscience que ce qui est fait en Hongrie n'est pas totalement applicable ici non plus. Quoi qu'il en soit, voilà l'exemple. En 2010, je crois, il y a eu donc un village où il y avait 25-30% de tziganes, et il y a eu de nombreuses violences. Le maire ne contrôlait plus rien, la police était relativement absente, et les habitants ont fait un appel, en fait, une lettre ouverte à qui voulait bien venir les aider. Les nationalistes de tout le pays sont venus dans la ville pour faire une marche dans le quartier tzigane du village. Le lendemain, à 6 h du matin, il y a environ 300 tziganes qui ont quitté le village. La presse, évidemment, a dit la menace fasciste, etc. Sauf que qu'est-ce qu'il y a eu? Le maire a démissionné, il y a eu des élections anticipées, et c'est un maire Jobbik qui a été élu. Il a émis des décrets municipaux extrêmement sévères, punissant tous les comment dire, je perds mon français, en dessous du délit, les infractions, les contraventions, etc. Donc pour punir sévèrement. C'est-à-dire qu'il y avait dans cette ville, ça allait jusqu'au cambriolage et aux agressions physiques, mais il y avait aussi tout simplement des vols de fruits, de bétail, des dégradations diverses et variées, etc. Tout a été sanctionné, même en traversant en dehors des clous a été sanctionné, etc. Avec une application à la lettre stricte de la loi. Et il y a aussi le travail obligatoire, c'est-à-dire qu'en Hongrie, les gens qui bénéficient d'aide sociale de longue durée, parce que c'est pas forcément leur faute s'ils sont pas motorisés, s'ils sont à la campagne, etc. Il n'y a pas toujours de possibilité d'avoir un travail. Mais à ce moment-là, la société hongroise dit « on t'aide, mais du coup tu dois aider la société ». C'est-à-dire qu'ils ont des travaux d'intérêt généraux à faire pour bénéficier des subventions sociales de longue durée. Et le village a été complètement rénové. Ils ont regoudronné, ils ont rénové l'école, ils ont débroussaillé toutes les forêts aux alentours, ils ont tout remis en ordre. Et aujourd'hui, lorsque on va interroger sur le terrain principalement les Roms qui étaient dans des situations extrêmement précaires et souvent dans la petite criminalité, qui ont été contraints par le maire au début de faire ces travaux d'intérêt généraux, sous peine de se faire sucrer leur subvention, et ben aujourd'hui, ils sont très contents et ils soutiennent le maire et ils disent qu'aux prochaines élections, ils voteront pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a remis de l'ordre dans la ville. En plus des subventions, parce que quand il y a ce travail-là, il y a aussi une paye symbolique qui se rajoute, ça leur fait une activité, ils touchent un peu plus d'argent, ils sont respectés, ils sont plus embêtés par la police, etc. Et ça, c'est une réussite concrète sur le terrain qui aujourd'hui se généralise dans plus en plus de communes en Hongrie. Et avec donc le bureau central du Jobbik qui contrôle le travail local des maires et des conseils municipaux, parce que même là où il n'y a pas forcément le poste de maire, il y a souvent des conseils municipaux qui ont une influence aussi sur la ville et qui amènent par exemple, je donne un autre exemple de choses que le Jobbik essaie d'instaurer dans toutes les communes où il est, c'est la préférence locale pour la consommation. Par exemple, faire en sorte que dans les cantines des écoles, on consomme rien qui vienne de plus de 50 km, par exemple. Donc c'est plein de petites choses comme ça qui permettent aussi de gagner le soutien des populations locales, qui souvent, en réalité, beaucoup de gens sont apolitisés, et en particulier, il faut bien comprendre que dans un pays post-communiste, les générations qui ont vécu le communisme ne sont pas politisées. Et souvent, c'était simplement Orban parce que c'est lui qui a dit aux communistes de partir, et puis ça s'arrête là.
Mais après, derrière, quand ça fait 25 ans qu'il y a le changement de régime et que les choses ne fonctionnent pas, qu'il y a la corruption qui commence à devenir problématique et que la situation stagne, lorsqu'il y a un parti qui arrive avec des jeunes, un parti qui n'a aucune histoire de corruption, qui combat la corruption, qui propose même à l'État de contrôler ses comptes, qui propose de faire des lois qui vérifient les comptes de leurs députés, de les rendre publics, etc., ça donne un gage de confiance qui compense pour beaucoup de personnes, parce que souvent l'attaque qui est faite, c'est vous ne vous avez jamais gouverné, donc vous en êtes incapable. Il faut bien commencer un jour. Et donc la première étape de la contre-attaque pour cela, c'est dire on est incorrompu et incorruptible. Voilà. Et on veut mettre en place des éléments qui font que, même si on arrive au pouvoir, on ne pourra pas devenir corrompu parce qu'on aura mis en place la transparence. Ça aussi, c'est un élément clé pour gagner la confiance des gens. Voilà. Dans une coquille de noix. Merci, merci Thérèse. On aurait énormément de choses à vous demander. Alors, on va être super pris par le temps, mais j'aimerais quand même que tu nous dises. Alors, on a bien compris que Orban était considéré en Hongrie centre droit. Chez nous, il serait où? Un peu plus à droite, je suppose. Mais j'aimerais juste que tu nous dises un petit mot de la politique familiale qui est mise en place en Hongrie, parce que on a parlé d'immigration tout aujourd'hui, mais à un moment donné, quand on se pose des questions sur la présence des peuples sur un sol, on se pose aussi la question de politique familiale. Donc j'aurais aimé que tu nous en dises un mot, mais très rapide, parce qu'on a très peu de temps. Et ensuite, si Karl, tu veux bien réagir aussi assez rapidement, j'en suis désolé, on ne va pas laisser beaucoup de temps. Si tu veux bien réagir aussi sur ce sujet, et je crois qu'on finira là nos travaux de cet après-midi, parce que c'était très riche, très intéressant. Merci. Je te laisse la parole. Alors sur la politique nataliste, donc la Hongrie, comme beaucoup de pays d'Europe, et en particulier d'Europe centrale et orientale, la Hongrie souffre de problèmes de décroissance démographique importants. Il y a plusieurs éléments. Il y a d'une part la baisse de la natalité, et il y a aussi une émigration. Il y a un solde négatif démographique, puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui émigrent. L'Union européenne est en fait de telle sorte que l'Europe centrale sert de réservoir de bras et de cerveau pour l'Europe occidentale, ce qui est une catastrophe pour tout le monde, puisque ça dépeuple les pays d'Europe centrale, ça fait partir les jeunes formés, et en plus ça dessert les travailleurs d'Europe occidentale, puisque du coup on va faire venir un travailleur hongrois ou polonais en France, bosser 45 heures par semaine sur un chantier pour 500 € par mois. Bon, on voit à qui ça profite et on voit à qui ça dessert. Quoi qu'il en soit, lorsque cet été il y a eu donc la crise migratoire, la Hongrie a donc décidé de fermer la frontière, de ne pas accepter les clandestins, en disant que, et Orban a dit clairement, on ne veut pas d'immigration économique, zéro. C'est-à-dire, il est toujours possible d'immigrer, de se marier, etc. C'est-à-dire que c'est un pays qui est ouvert à toute personne qui légalement veut faire les démarches, etc. Sachant que pour avoir la citoyenneté hongroise, je crois que c'est 8 ans sur place, en connaissant la langue, l'hymne, l'histoire, etc. Bon. Mais ce qui est important, c'est de dire que la Hongrie a un problème démographique, et elle a deux options. Soit, en restant dans ce paradigme économique et sociétal, elle a deux options pour répondre à ce problème démographique. L'un, c'est l'immigration, c'est le choix qui a été fait par certains pays en Europe de l'Ouest. Et là, je reprends les mots d'Orban, très bien, c'est leur choix. On n'a pas à dire que c'est bien ou mal. En revanche, on attend aussi que personne ne dise à la Hongrie que son choix est bien ou mal, son choix étant la politique nataliste. Donc Orban a dit clairement, la Hongrie veut régler son problème démographique par une politique nataliste et non par l'immigration. Première étape. Ensuite, ça a été donc la mise en place concrète de lois et de mesures natalistes. La première étant une baisse d'impôts significative à partir du deuxième enfant. Et l'autre grande mesure qui a été mise en place début décembre, c'est l'allocation d'une aide. En fait, c'est un programme d'aide d'État pour les familles donc, qui doivent répondre à certains critères quand même, évidemment. Il faut être marié,
il faut que les 2 parents aient un emploi stable depuis au moins 2 ans et pas de condamnation judiciaire lourde. Et à partir de là, ils peuvent donc demander le programme d'État qui leur octroie, s'ils ont déjà ou s'ils s'engagent à avoir 3 enfants dans les 10 ans, à avoir une aide de 10 millions de forints, ce qui représente environ 32-33 000 euros. Rapporté, si on fait un rapport avec le PIB par habitant en France, c'est comme si ici l'État donnait 100 000 euros. Voilà. En revanche, cette somme-là est destinée à l'achat d'immobilier pour que, et donc il y a des contrôles derrière, hein, c'est pas de l'argent de poche, c'est pour que ces familles-là puissent avoir un logement décent et qu'ils puissent loger et avoir un endroit où ils peuvent élever 3 enfants ou plus. Et donc ça a été mis en place, et là on le voit depuis quelques semaines. Alors c'est pas une conséquence de cette mesure-là qui n'a que quelques mois évidemment, mais il y a une diminution de la diminution de population. C'est-à-dire que ça remonte pas, mais ça arrête de baisser. Ça s'approche de la stagnation. La diminution est en train de s'amenuiser. Donc c'est déjà une bonne chose, et on sait que les politiques natalistes en général se ressentent sur 5 à 10 ans. Il faut donc être patient, et sachant qu'en 2018, c'est soit Orban qui est réélu, soit le Jobbik qui est élu, le Jobbik ayant une politique nataliste encore plus forte que celle du Fidesz, donc on peut espérer que voilà, la Hongrie reparte, répondre à sa problématique démographique par une politique d'État nataliste. Même chose qui se passe en Pologne aussi, je ne vais pas entrer dedans, mais bon, ils sont sur une politique pro-vie aussi. On n'a plus beaucoup de temps. Je termine avec une dernière phrase, c'est que l'Europe centrale qui n'a pas été confrontée à l'immigration, lorsqu'elle y a été confrontée, ça a été très rapide, très brutal. Il y a une réaction populaire quasiment unanime. Parfois, pour certaines mesures, c'était 95% de la population qui disait on veut zéro immigration. Et donc la solution de leurs problèmes démographiques et sociétaux, c'est la politique nataliste. Et ça, c'est général pour l'Europe centrale. Voilà. Merci beaucoup, Ferenc. Désolé.